Mesdames, Messieurs, bonsoir. Ce n'est pas la grande sérénité au sein des ordres professionnels au Cameroun. Dans des entités bien connues, par exemple l'ordre des médecins, l'ordre des pharmaciens, des conseils fiscaux, les conflits d'intérêts de personnes et de positions sont permanents. Conséquence, la régulation des professions prend un sacré coup. L'intérêt du public est à tout le moins sacrifié. Scène de presse revient ce dimanche sur ce sujet partant de la situation qui prévaut actuellement dans l'ordre des médecins ou entre les experts comptables, les conseillers fiscaux et les avocats. Qu'est-ce qui fait problème? C'est l'application des normes conformes aux standards nationaux, régionaux et internationaux, ou simplement ce sont les acteurs eux-mêmes qui sont mis en cause. Et pour en parler, nous bénéficions de l'expertise du docteur Michel Oyané, HDR, habilitation à diriger les recherches en sciences politiques, enseignant-chercheur à l'Université de Yaoundé 2. Bonsoir, professeur. Bonsoir. Olive Atangana, journaliste et blogueuse, promotrice de la plateforme numérique, l'urgentiste.com. Bienvenue, Olive. Merci, bonsoir Sébéran, bonsoir aux co-panélistes. Léonard Ambassa, président du conseil de l'ONECA, Ordre national des experts comptables du Cameroun, et maître Atangana, Claire Atangana Bikuna, qui est donc bâtonnier en exercice. Léonard Ambassa et maître Atangana vont nous retrouver dans la deuxième partie de cette émission. On va commencer par ce qui fait toujours l'actualité, à savoir la commémoration de la 50e fête de l'unité. C'est pour cela que nous avons fait venir ici, dans un premier temps, deux jeunes qui vont porter un jugement sur le discours autour de l'unité nationale. Il s'agit à ma gauche de Christian Ebon Harim, député jeune du Fundi, et Vincent Ebassa, enseignant. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir Séverin. Alors, le président de la République et son épouse étaient en scène vendredi dernier. Ils ont assisté au défilé civil et militaire au boulevard du 20 mai à Yaoundé. Au-delà du déploiement de magnificence, interrogeons ce soir le discours sur l'unité en vous donnant la parole, vous qui êtes né, je suppose, après le 20 mai 1972. Vincent, je commence par vous. Vous vous sentez concerné par cette fête ? Oui, c'est vrai. Je vais d'abord tout de même dire bonsoir à tout le panel qui nous accompagne et aux millions de téléspectateurs qui sont partout dans le triangle national et dans le monde. Oui, à la question de savoir si la fête de l'unité nationale me disait quelque chose, je vais d'abord dire que si c'est un idéal, oui. S'il faut construire l'unité, oui. Mais si c'est un acquis, je mets des réserves. Un idéal pour vous serait quoi? Un idéal, c'est une quête permanente de l'unité nationale. Mais il me semble que c'était justement ce que le recherche le président Idjo. Quand en 1972, il convoque le référendum, c'était pour que les Camerounais puissent se rassembler. Pour vous, ce n'est pas un idéal? Rassemblement, l'unité. En toute honnêteté, je vais d'abord dire que je mets des réserves, car ce référendum, le référendum n'a pas été convoqué en 1972. On a dû imposer la fête de l'unité nationale à toutes les parties du nord-ouest et du sud-ouest. En toute honnêteté, le référendum a eu lieu en 1961. Nous parlons de celui de 72 parce que le 20 mai 72, c'est le référendum. Le président Aïdjo va s'adresser aux députés à l'Assemblée nationale. C'était le 6 mai 1972. Et le 20 mai, 14 jours après, il y a ce référendum. Et c'est de celui-là que nous parlons. Oui, à ce niveau, je mets des réserves. Voilà, c'est une connaissance que je suis en train de prendre. On va revenir sur vous. Le président de la République dit en s'adressant aux jeunes, et c'était le 10 février dernier, je cite, « Je vous exhorte à œuvrer à la préservation de nos précieux acquis que sont la paix, l'unité nationale, la stabilité des institutions, car c'est à eux que nous devons ces avancées remarquables qui font notre fierté. » Fin de citation. Christian, la fête de l'unité, ça vous dit quelque chose, ça vous parle? Bien, merci Séverin, merci de l'opportunité que vous donnez à la jeunesse de s'exprimer sur le sujet. À la vérité, bon, ça a été dit précédemment, nous sommes nés après 72. Et on a célébré récemment les noces d'or de 50 ans de notre unité nationale. Bon, nous sommes plus jeunes, moi par exemple, on a trouvé cela. Je crois que peut-être il faudrait dire d'abord à tout le monde et rappeler que les fondements de l'unité nationale et
et du vivre ensemble, les fondements sont bibliques et religieux. Vous voyez un peu, si je prends deux exemples simples, dans l'islam qui signifie paix, vous voyez un peu, et puis il y a des propos de Mohammed qui rappelle, qui dit qu'aucune race n'est supérieure à l'autre, aucune religion n'est supérieure à l'autre, qui revient là, qui parle d'égalité. On prend même au niveau des chrétiens, on a dans la Bible, on peut prendre un exemple comme ça, le psaume 133, qui dit « Oh, qu'il est doux et agréable pour de faire de demeurer ensemble ». Et c'est là où la bénédiction survient. On ne voit pas le lien avec le référendum. Oui, non, on parle de l'unité nationale, on voit déjà que d'une manière... Vous pensez que le président Ahidjo est allé puiser dans la Bible et... Oui, le président Ahidjo... Comme lui, il avait un problème politique à gérer. Hein. Oui, mais je parle des fondements. Bon, allez-y. Voilà, on parle d'abord des fondements. Ouais, un peu des fondements là. On peut se baser là-dessus pour dire que l'unité nationale, le vivre ensemble est une obligation. Ce n'est pas facultatif. C'est obligatoire pour tous et chacun. Le Martin Luther King a dit on doit apprendre à vivre ensemble comme des frères ou alors nous allons mourir comme des idiots. Donc, quand on dit cela dès le départ, à partir de là, nous tous, autant que nous sommes, quelles que soient nos orientations, quelle que soit notre volonté, on doit travailler au quotidien dans la promotion et la préservation de notre unité nationale. Dès le départ. Mais même si vous êtes né après 1972, vous vous reconnaissez dans cette fête? Oui, totalement. Je me reconnais totalement. Lui, il a mis des réserves. Hein, il oui, non, totalement. Si c'était un idéal, d'accord, mais si c'est pour construire, ce n'est pas la même chose. Oui, et puis on a suivi l'histoire, on a fait des cours d'histoire, et puis l'actualité aussi nous a permis de nous remémorer un peu, de redécouvrir l'histoire. Un peu. On doit, pour ma part, je n'étais pas là en 1960. Mais est-ce que l'unité nationale, c'est un acquis pour vous? Non, l'unité nationale est un processus permanent. C'est une construction permanente. Et puis on a déjà plusieurs acquis. Au niveau, actuellement, on a plusieurs acquis. Parce qu'on peut prendre quelques éléments, hein, simple. On a plusieurs acquis. Les acquis, que ce soit, je prends dans le domaine social, le domaine culturel, le domaine économique, le domaine sportif. On a plusieurs acquis. Et on peut prendre des exemples. Quand je prends le domaine culturel concernant notre unité nationale, le domaine culturel, notre diversité linguistique. Ouais, on a plus de 300 ennemis. Et puis, facilement, je suis ici et je peux parler le boulot, je peux parler, en fait, j'écoute le bassa, j'entends bien, et d'autres langues, vous voyez un peu. D'autres personnes également. Cette diversité linguistique-là, qui est partagée par plus d'une personne entre nous au quotidien. On parle de la langue, en fait. On a deux langues officielles. Un peu le français et l'anglais, on parle du bilinguisme. Aujourd'hui, on a une bonne partie des Camerounais qui font l'effort de parler les deux langues. Ça, c'est le volet culturel. On parle même artistique, même dans le volet culturel. Vous voyez un peu, on a des artistes musulmans, des artistes, par exemple... Christian, il y en a comme le député Cabral Libi, le député du Parti camerounais pour la réconciliation nationale, le PCRN, qui estime que nous sommes dans un cadre d'une unité nationale en crise et d'un climat politique délétère. Est-ce que c'est pas à cela que vous faites allusion? C'est-à-dire que pour vous... Évidemment, c'est à ça que je fais... Vous allez nous dire comment vous le ressentez. Oliva Tangana, cette fête-là, elle parle aux jeunes? Évidemment que c'est un grand moment pour chaque jeune, c'est un moment de grande célébration au Cameroun, parce qu'on célèbre la fête de l'unité avec faste, avec solennité. On voit bien une armée qui se met en avant, armée et nation, on voit un défilé, on voit l'État en scène, mais est-ce qu'aujourd'hui l'unité nationale parle aux jeunes? Je pense que chacun peut se faire sa propre idée. Moi, du point de vue en tant que journaliste, l'observation que j'ai souvent faite, l'observation que j'ai souvent faite, c'est que la fête de l'unité a souvent été un grand moment de tension entre le pouvoir et l'opposition. Je prends, indépendamment de la crise sociopolitique qui a cours depuis 2016 dans les régions anglophones, je prends aujourd'hui l'exemple, on a encore vu le SDF défiler dernièrement avec les mains sur la tête. Donc, on célèbre l'unité nationale. Non, c'est pas la première fois. C'est pour illustrer c'est pour illustrer le fait que c'est souvent été un grand moment de tension entre le pouvoir et l'opposition. Aujourd'hui, je pense que l'unité nationale est fissurée. Moi, ce que je peux observer en tant que jeune, en tant que
journalistes, c'est que l'unité nationale est fissurée. Et il y a tellement de menaces à l'unité nationale. On a le tribalisme, on a la montée des discours haineux, on a aujourd'hui, on célèbre le repli identitaire dangereux. Le repli identitaire dangereux. On a également, on assiste de plus en plus à une gestion intercommunautaire, ethnique, c'est-à-dire qu'il y a un repli, chacun veut rentrer dans sa communauté et s'affirmer au sein de sa communauté, non pas pour promouvoir l'unité nationale, mais pour promouvoir sa communauté. Donc, il y a aujourd'hui ces entraves à l'unité nationale. Il y a des acquis qu'on aime balancer, qu'on aime brandir. C'est-à-dire, on va nous parler des mariages. Ne sont pas suffisants? C'est pas suffisant. C'est pas suffisant. Je voudrais citer un peu aujourd'hui le président de la République, parce qu'en faisant des recherches, j'ai retrouvé. Il a dit: j'ai exhorté les Camerounais à bannir à jamais les démons du tribalisme, du népotisme, du favoritisme, du sectarisme, de l'intolérance et de l'intoxication. C'est là le prix à payer pour l'unité nationale et le progrès du Cameroun. Donc vous comprenez que même le président de la République est conscient aujourd'hui des entraves à l'unité nationale, et le fait aujourd'hui qu'il y ait une malgouvernance vient un peu, vient un peu exacerber ou fissurer encore davantage cette unité nationale. On parlait d'un processus, d'une construction permanente. Donc, quand le président parle dans ce sens-là, c'est parce qu'on est dans un processus, c'est pas ça? Moi, je veux surtout insister sur le fait que le président de la République reconnaît au moins qu'il y a des entraves à l'unité nationale. Et il insiste pour dire que j'ai exhorté les Camerounais à bannir cela, parce que ce n'est pas quelque chose qui va nous aider à consolider notre unité nationale. Docteur Yané, ce discours autour de l'unité nationale, de la fête de l'unité, il parle aux jeunes ou il parle à ceux qui sont nés avant 1972? Écoutez, d'abord je voudrais vous renouveler mes remerciements pour l'invitation. Chaque fois qu'une thématique est intéressante et peut me permettre de dire ce que je pense sur un sujet intéressant comme l'unité nationale, je viendrai toujours. Ce que j'ai entendu de part et d'autre m'oblige à faire un certain nombre de précisions sur le plan technique, et notamment politique, historique et donc épistémologique. Je suis bien obligé. Il faut rappeler à mon voisin, mon jeune voisin, moi je suis relativement jeune, les dates qui ont constitué, n'est-ce pas, l'État du Cameroun. Il faut dire que nous partons très rapidement de 1884, traité Germano-Douala, 1884-1885, et puis la Première Guerre mondiale arrive, nous sommes un protectorat allemand, 1916, l'Allemagne perd la guerre, et donc perd ses positions au Cameroun et dans d'autres colonies où elle se trouvait. Le Cameroun va donc se retrouver à partir de 1916 jusqu'à à partir de 1916 à 1921-22 dans ce qu'on appelle le condominium. Il y a d'abord un condominium et puis nous sommes placés sous mandat, n'est-ce pas, de la Société des Nations avec la France, la Grande-Bretagne, et puis finalement nous arrivons au régime de tutelle à partir de 1945-1946 et nous arrivons à l'autonomie interne simplifiée d'abord et puis à l'autonomie interne élargie jusqu'au 14 mars 1959 et à partir du 1er janvier nous accédons à la souveraineté internationale et donc nous sommes indépendants. 1961, 1er octobre, il y a donc ce qu'on a appelé la constitution de l'État fédéral du Cameroun avec 2 États fédérés, lequel État fédéral va exister jusqu'au 20 mai 1972. Et c'est le discours et c'est cette étape qui nous intéresse. C'est cette étape qui nous intéresse, c'est pour cela qu'il fallait que je fasse ce rappel historique parce que j'ai entendu des choses qui n'étaient pas très bonnes, parce que pour la gouverne des téléspectateurs, il faut quand même faire ces précisions. À partir de 1972, donc, on a construit ce qu'on appelle un storytelling depuis 1884. Le storytelling qui est une accroche narrative dans la construction, la constitution de l'État, dans la consolidation de la nation du Cameroun.
tous les pays, tous les États, dans leur constitution, dans leur construction, procèdent d'un certain nombre de faits, événements, qui intègrent la conscience collective et individuelle des citoyens. Si on vous demande pourquoi vous êtes Camerounais, est-ce que vous connaissez l'histoire du Cameroun, vous allez nécessairement rappeler les différentes dates qui ont constitué l'histoire du Cameroun, et on saura que vous connaissez le Cameroun, que vous appartenez à ce territoire, que vous appartenez à cet État. La question de savoir si les jeunes sont intéressés par le discours sur l'unité nationale. Moi, je suis aise de répondre à cette question, parce qu'en tant qu'enseignant des universités, moi, je travaille avec les jeunes. Vous savez, à l'université, notre cible est essentiellement jeune. Je constate que les jeunes Camerounais font preuve de beaucoup de maturité. Je vais vous surprendre. Peut-être qu'il faudrait qu'on comprenne pourquoi est-ce qu'il lui met des réserves, Vincent. Peut-être que ça va nous permettre d'avancer, docteur. Oui, c'est vrai, je vais émettre des réserves. Par exemple, on va dire, tout Camerounais se trouve chez soi. Vous allez voir dans l'acquisition, par exemple, d'un terrain, les procédures ne sont pas les mêmes. Il y a la notion d'autochtonat qui ressort, qui privilégie peut-être ce dont les parents sont nés à un lieu précis. Vous voyez qu'à partir de là, certains se sentent frustrés et vont faire un repli identitaire, comme on était en train de dire. Ils ne vont pas se retrouver partout chez eux, comme le président de la République ou comme la constitution du Cameroun garantit. C'est ça qui fait qu'il n'y a pas d'unité nationale. Moi, j'avais une question à lui poser. Quand je vous écoute, j'ai l'impression que pour vous, est-ce qu'on devrait ou non célébrer l'unité nationale aujourd'hui? Aujourd'hui, je crois que c'est un slogan. C'est un slogan. Oui, pourquoi? Allez-y. Merci, c'est bon. Je voudrais peut-être que... Vous partagez son opinion? Non. En fait, peut-être il faut présenter d'abord et rappeler, que ce soit au niveau de la jeunesse et dans l'ensemble, c'est qui les acquis concrets et directs. Vous l'avez directs. déjà fait tout à l'heure, vous avez parlé des acquis culturels, etc. Il faut qu'on avance. Oui, des acquis culturels, on a pris des Qu'est-ce qui vous exemples. fait croire à ça? Quand je prends même, il prend un exemple simple. Oui. L'acquisition des terres. Ce n'est pas très vrai. Parce que moi, à mon niveau, par exemple, et puis en fait, je ne veux pas parler de moi, j'ai vu faire autour de moi. J'ai vu faire autour de moi des personnes qui... D'abord, je suis né à Yaoundé, grandi à Yaoundé. Je n'ai jamais eu un problème de logement à Yaoundé. Pourtant, je suis originaire de Djumbam. Vous voyez un peu la différence? Allez-y. Je n'ai pas parlé de logement. Je parle par exemple d'immatriculation. Oui, pour ça c'est administratif. Et les procédures administratives, c'est la loi. C'est identique pour tout le monde. Pour rentrer à une immatriculation directe, on te demande d'être né ou avoir occupé un terrain. Mais c'est la loi. Oui, c'est la loi. C'est la loi, non? Oui, c'est la loi. C'est bon pour dire que cette loi, elle serait quelque part auto-destructive. Mais est-ce que c'est parce qu'une loi... Dans la hiérarchie de la norme juridique, n'est-ce pas, la Constitution... Vous parlez à côté d'un... Oui, la Constitution nous garantit... D'un expert du droit. Hein. Oui, la Constitution dit que tout Camerounais doit se sentir chez lui, partout où il se trouve. Mais lorsqu'on entre dans le régime foncier, dans une procédure, on va maintenant émettre des réserves en parlant peut-être des immatriculations directes qui sont réservées à une catégorie de personnes. Et ce que je veux dire, si nous rentrons donc en 1972, il faut donc entrer dans l'esprit du président Amadou Ahidjo. Quelle était l'intention? Pour vous, l'intention, c'était quoi? L'intention, si on rentrait dans les dates, rentrons en 1961. Je crois qu'en 1961, avant qu'on crée l'État fédéral. Ce qui nous intéresse, non, c'est 1972. Vincent, ne nous ramenez pas là-bas, ça fait une discussion inutile. Oui. Nous sommes
Vous êtes né après 62, c'est pour ça qu'on vous a fait venir. Nous voulons parler de la fête de l'unité. Votre regard sur la fête de l'unité. Partons de cette date-là. Ça nous fait avancer. Oui, je pense que je vais reprendre la parole puisque vous me l'avez arraché. Bon, allez-y. Vous avez eu chacun votre temps de parole, je ne vous ai pas coupé, et donc vous allez souffrir de m'écouter. Merci. C'est pour vous dire, je vais être très gentil avec vous parce que je pense que ce plateau doit vous permettre d'apprendre l'histoire politique du Cameroun. Je pense que vous la connaissez très approximativement et je suis très gentil lorsque je le dis. J'étais en train de parler des jeunes Camerounais que je trouve très attachés à l'unité nationale. Parce que moi, je suis enseignant d'université et j'ai dit que je suis avec les jeunes tous les jours. Je disais donc que dans toutes les formes d'organisation auxquelles appartiennent les jeunes, je vois bien que ce soit les entreprises privées, que ce soit les organisations de la société civile, que ce soit même ceux qui sont intégrés dans l'administration publique, fonctionnaires, agents de l'État, je vois, moi, leur responsabilité et leur attachement à la nation camerounaise, à l'unité nationale. Comment cela se vérifie? Eh bien, cela se vérifie à travers le foisonnement et l'homogénéité, la cohésion et la cohérence. La cohésion qu'il y a dans les rapports de toutes les jeunes Camerounaises et de tous les jeunes Camerounais, d'où qu'ils viennent, qu'ils soient du nord, qu'ils soient du sud, qu'ils soient de l'est, de l'ouest, de toutes les régions, lorsqu'ils se retrouvent à un endroit, il n'y a pas de discours haineux à la vérité. Les discours haineux, je vais vous dire, ce qui fait leur écho aujourd'hui, ce sont les réseaux sociaux. Je vais vous dire. Et ce sont les jeunes qui sont dans les réseaux sociaux, c'est eux qui développent. Non, c'est pas seulement les jeunes qui sont dans les réseaux sociaux. Il y a des personnes âgées qui alimentent de la haine dans les réseaux sociaux, qui ont 70 ans, qui ont 50 ans. En off, je vous donnerai des noms. Et certains sont des responsables publics. Ce ne sont pas toujours les jeunes, parce que vous savez très bien que ce soit les normes nationales ou internationales, eh bien, la jeunesse, c'est normalement jusqu'à 35 ans. On peut l'étendre jusqu'à 40 ou 45 ans à partir du moment où l'État recrute des fonctionnaires jusqu'à ces âges-là aujourd'hui, notamment les recrutements dans les universités. Donc moi, je dis que les jeunes Camerounais sont attachés à l'unité de la nation à travers un certain nombre de comportements. Cela est perceptible, cela est vérifiable. Maintenant, il faut quand même dire que ces jeunes-là méritent d'être de plus en plus responsabilisés sur le plan politique. Il faut que symboliquement, on ait par exemple un ministre jeune de 35 ans qui est chargé de la jeunesse. Ce seraient des symboles qui intéresseraient ces jeunes-là. Et l'État, c'est aussi les symboles. Vous comprenez? Donc, moi, je pense que ce sont des choses qu'il faut voir et qu'il faut apprécier à leur juste valeur. Je pense que les jeunes Camerounais sont attachés à l'unité de la nation. Oui, c'est vrai. Et notre grand frère a dit quelque chose de très pertinent et très important. Et on va remercier déjà les efforts du gouvernement dans ce sens, dans le sens de responsabiliser davantage les jeunes. Je parle par exemple simplement le corps des députés jeunes qui a été mis en place par le président de la République. L'objectif était de rapprocher déjà les jeunes de la gestion des affaires publiques, ou un peu dans ce sens. Au niveau des collectivités territoriales décentralisées, aujourd'hui, on a beaucoup de jeunes. Un peu à tête des collectivités territoriales décentralisées, des mairies et consorts, des députés dans d'autres partis politiques, même dans l'administration. Ça ne semble pas être on a des directeurs. Notre direction générale, à l'époque, on avait, je crois, le directeur général des impôts était tout petit. C'est vrai. Il faudrait que je redise quelque chose de précis. Tout ce que le professeur venait de dire n'est pas faux. Parce qu'il faudrait que les uns et les autres comprennent quelle est l'orientation que nous donnons à notre propos. Je n'ai pas dit qu'il n'y a pas d'unité, mais je dis l'unité nationale doit se construire. Aujourd'hui, au regard même des guerres où nous vivons, vous allez comprendre qu'il y a des frustrations qui existent. Nous n'allons pas dire qu'il n'existe pas de frustrations. Pourquoi les gens se plaignent? Personne ne l'a dit. Écoutez bien le discours du professeur. Nulle part, il n'a eu des réserves. Il semblait relativiser les discours haineux sur les réseaux sociaux, que ce n'est pas quelque chose de nature à fissurer l'unité nationale. Parce que moi, j'allais en profiter pour lui poser une question. C'est-à-dire que, pour vous, est-ce que vous pensez que les discours haineux, le tribalisme, la montée en puissance du tribalisme, ne sont pas des facteurs aujourd'hui qui
qui constituent des menaces sérieuses à l'unité nationale. Je laisse la malgouvernance, je laisse les conflits interethniques, je laisse même le repli identitaire, je reste sur les discours haineux et le tribalisme. Je réponds à sa question. Hein. Votre question, je vous remercie pour cette question, elle est très très intéressante. Nous connaissons au Cameroun un certain nombre de problèmes. Il y a la crise sociopolitique dans le nord-ouest et le sud-ouest depuis 6 ans au moins. Il y a aussi, dans l'extrême nord de notre pays, n'est-ce pas? Conflit interethnique. Non, moi je ne parle pas. Avant le conflit intercommunautaire, il y a d'abord le terrorisme qui sévit avec Boko Haram. Alors si vous voyez les soutiens et les déclencheurs de ces crises-là, ce ne sont pas les jeunes. Je ne sais pas si on se comprend. Ce ne sont pas les jeunes Camerounais. Ce sont les jeunes qui sont... Ce ne sont pas les jeunes Camerounais qui créent les conditions de la guerre dans l'extrême nord au sens du terrorisme. Ce ne sont pas les jeunes Camerounais. Le professeur connaît Est-ce que je peux terminer, s'il vous plaît? Ce ne sont pas les jeunes Camerounais qui, dans le nord-ouest et le sud-ouest, alimentent cette crise sociale et politique. Maintenant, je suis d'accord avec mon jeune frère. Ces jeunes sont instrumentalisés, ils sont manipulés, n'est-ce pas? On les utilise dans ces conflits comme de la chair à canon. Ils ont 12 ans, ils ont 17 ans, ils ne sont pas suffisamment conscients d'un certain nombre d'enjeux. Donc pour être enrôlés dans ces crises-là et en être des acteurs au sens de lutter, de bagarrer, de se tuer, eh bien on ne peut pas le nier. Et je ne peux pas dire que dans ce pays, le gouvernement, il connaît ma liberté de ton, que le gouvernement était exempt de tout reproche. Je ne peux jamais le dire. Bien au contraire, je suis même très dur à l'égard du gouvernement de ce pays. Lorsque je disais par exemple que les jeunes ne sont pas assez représentés, même symboliquement au niveau de la gestion des affaires publiques, c'est pas une plaisanterie. On ne peut plus avoir au Cameroun un ministre de la jeunesse de 50 ans ou de 60 ans. Ce sont des choses qui ne sont pas normales. Et ces symboles-là doivent pouvoir être respectés par les plus hautes autorités de la République. Oui, c'est vrai. Je pense que il est important de dire que par rapport au pouvoir public, je prends un exemple simple, la jeunesse, vous avez parlé de la jeunesse là. Le chef de l'État invite la jeunesse à être responsable, à oser. On a besoin d'une jeunesse très entreprenante pour la construction de notre unité nationale. Est-ce que cette jeunesse est responsable? Cette jeunesse est responsable. Elle est responsable. Cette jeunesse, elle est responsable. Mais il y a quelques brebis galeuses là et tout, on invite, on est tout au travail de sensibilisation. Voilà. Il y a plusieurs organes chargés de l'encadrement de la jeunesse. Je prends rien que le ministère de l'Éducation civique, qui est le bras sécurier de l'État dans la construction de l'intégration nationale, de l'unité nationale. Il y a tout un référentiel pour l'intégration nationale et un certain nombre de travail. Il y a beaucoup de travail qui est déjà fait, en fait, au quotidien. Pendant même la fête de l'unité nationale, il y a eu des carrefours de vivre ensemble sur le terrain. On a participé. On a vu comment la jeunesse avait toute l'émulation et des efforts. Seulement que, bon, les moyens sont limités. Les organisations des jeunes également, qui encadrent le Conseil national de la jeunesse, le Conseil national des appels au service civique, qui sont chargés de la promotion de l'esprit patriotique, du civisme et consort, bon, c'est un peu difficile. Donc, ce que nous, on demande, pour un peu tout simplement, c'est de donner davantage de moyens à ces organes-là, ces structures-là, pour qu'elles soient davantage efficaces sur le terrain. Et puis, il faut réformer de toute façon. Loin du territoire national, les Camerounais de l'étranger vivent à leur manière l'unité nationale. Partageons quelques avis recueillis dans les capitales africaines et occidentales. Depuis quelques années, depuis 5 ans, je pense qu'il faut reconnaître qu'il y a comme un malaise dans les relations entre les personnes, à l'intérieur comme à l'extérieur du Cameroun, qui pourrait mettre en mal l'unité nationale. À notre niveau ici en Pologne, c'est quelque chose qui se voit, et c'est pour ça que chaque fois qu'il y a un Camerounais ou quelqu'un qui se déclare dans une situation X ou Y, tous les Camerounais vont directement
rebondir là-dessus pour voir ce qu'il en est et qu'est-ce qu'il faut faire pour lui. C'est ce sentiment d'appartenance qui nous donne cette obligation morale. De toute évidence, l'unité nationale de notre pays a pris un coup et c'est en train de détruire l'avenir de notre pays sur tous les plans. La haine, le tribalisme et tout ce qui va avec ont déjà des proportions très inquiétantes. Dans ce contexte, je ne pense pas qu'on puisse parler de consolidation de cette unité. Moi, je parlerais plutôt de reconstruction. Il faut qu'on fasse une pause pour penser à la reconstruction de notre unité nationale. Il ne peut pas avoir de développement sans paix. Il ne peut pas. Nous sommes obligés de faire la paix des braves. Nous faisons partie de ce que je peux appeler la diaspora constructive, donc qui tient vraiment à apporter sa part. Il ne peut pas avoir de développement du Cameroun sans sa diaspora. La diaspora camerounaise a besoin du Cameroun, le Cameroun a besoin de sa diaspora, et pour cela, nous sommes amenés à faire la paix des braves. Donc, moi, je soutiens, je fais partie de ce que je peux appeler la diaspora constructive, et la paix est le socle de ce développement. À mon avis, la meilleure manière de la consolider, en plus d'accepter la diversité, c'est de créer des cadres, en fait, où cette diversité s'exprime. Des cadres réguliers, mais des cadres de tolérance où cette diversité s'exprime. Ne pas le faire, c'est nier la diversité et deux, permettre qu'elle s'exprime dans des cadres qui ne seraient pas contrôlés et qui seraient propices à une certaine déflagration. Le Cameroun, vous savez, est un pays exceptionnel. Exceptionnel aussi bien du point de vue politique, exceptionnel du point de vue ethnique, exceptionnel même du point de vue physique. Le Cameroun en lui seul englobe l'Afrique équatoriale, l'Afrique tropicale, l'Afrique francophone et l'Afrique anglophone. Et cette diversité-là est un gage d'unité qui devrait nous entraîner une paix, une vie harmonieuse, en fait ce qu'ils appellent aujourd'hui le vivre ensemble. Alors, d'où je suis à 6000 km, je perçois cette unité comme quelque chose de fondamental. C'est vrai qu'il y a des événements ces derniers temps, notamment la crise dans le Nozo, et puis les crises sanitaires, et puis aussi des bugs un peu économiques mondiaux, qui ont fait que ça a pu fragiliser cette unité. Mais nous sommes ensemble, et les Camerounais sont heureux d'être ensemble, ils sont heureux de la diversité, et ils se battent au quotidien pour préserver celle-là. Alors nous sommes d'accord que l'unité nationale, c'est une construction permanente, c'est un idéal. Il y a des acquis bien sûr, mais il faut continuer à travailler pour que nous atteignions l'objectif. Alors on va sortir par là, vous qui êtes jeunes, comment consolider cette unité, tout au moins les acquis que nous avons aujourd'hui? Bien, merci, c'est vrai. Je crois que, comme on le dit souvent au quartier, on n'a pas de problème de vivre ensemble, c'est une réalité, on a un problème de manger ensemble. Ouais, les grosses difficultés au niveau de la jeunesse actuellement, c'est des problèmes de chômage, d'insertion socio-économique, socio-professionnelle et toutes les difficultés qu'il y a autour. Donc, pour consolider, pour ma part, à titre personnel, je crois qu'il faudrait qu'on accentue ce volet économique concernant la jeunesse. Le volet de développement économique, l'encadrement économique des jeunes, ou un peu du moins spécifique, donner les moyens à ceux qui sont chargés de l'encadrement économique des jeunes et stimuler également les jeunes eux-mêmes à être davantage entreprenants, être dynamiques, être des travailleurs, être davantage responsables et prendre leur vie en main. On peut ne pas toujours rester là et dire que bon, c'est le gouvernement, on attend et tout, on n'a pas fait et tout. Prendre des initiatives. Il y a beaucoup de projets, programmes d'encadrement pour financer l'entrepreneuriat jeune. Il faut aussi voir dans ce temps. Je crois que si quelqu'un mange, bon, on peut blaguer, hein, si chaque jour tu as ton verre d'eau, ton verre de tapioca, je crois que tu ne vas jamais penser à aller insulter le voisin ou à te plaindre qu'il a fait ceci, il a fait cela. Parce que tu as ton petit cadre de travail et tout, tu peux le préserver. Donc, pour ma part, il faudrait qu'on accentue le volet économique
économique, l'intégration économique. Le volet intégration économique. On a dit l'intégration culturelle, c'est déjà là, c'est présent. L'intégration sociale aussi, avec la solidarité nationale et autres. L'intégration sportive, notre équipe nationale, qui est un porte-flambeau de notre diversité. Donc, on peut revenir et insister sur l'intégration économique. Il vous faut aussi, c'est le président de la République qui le dit, hein, il vous faut vous réapproprier nos valeurs sociétales et républicaines, qu'il faut le dire, ont malheureusement tendance à disparaître dans les mœurs de la jeunesse. Est-ce que ce n'est pas une voie pour... En toute honnêteté, c'est vrai, comme on dit, les Camerounais n'ont pas vraiment le problème du vivre ensemble. C'est le problème du manger ensemble, comme disait mon frère. Cette expression-là, elle est jeune, hein, manger ensemble. Oui, parce que vous allez voir les véritables problèmes qui se posent au milieu des Camerounais. C'est les problèmes de pauvreté, les problèmes de confiscation des biens et tout. Et vous voyez que les autres se trouvent frustrés et à partir de là, ils se rebellent. Olive ? Oui, je pense que le président de la République lui-même, il a été clair. Il faut bannir les démons du tribalisme, de la division, du favoritisme, du népotisme. Et moi, je vais ajouter bannir les démons de la malgouvernance, du management communautaire et ethnique. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, vous arrivez dans un ministère. Si, par exemple, moi, je suis étonnée que je suis ministre, au moins 10 de mes directeurs seront étonnés également. Or, il y a des compétences ailleurs, il y a des compétences chez les anglophones, il y a des compétences à l'ouest, il y a des compétences dans le sud, mais aujourd'hui, on privilégie un management un peu communautaire, un peu tribaliste, et la malgouvernance accélérée par une mauvaise répartition des richesses de l'État contribue à fissurer aujourd'hui l'unité nationale. Donc aujourd'hui, si on bannit les démons du tribalisme, du repli identitaire et ethnique, et qu'on procède à on instaure la bonne gouvernance, n'oublions pas l'équation de la décentralisation. Parce qu'aujourd'hui, on parle de la décentralisation, mais on reste un peu dans la centralisation. Donc aujourd'hui, avec ça, on peut essayer d'aller vers l'unité nationale. Docteur Yann, est-ce que pour les jeunes, la fête de l'unité ne doit pas être l'opportunité, doit être perçue comme le propose le gouvernement, l'opportunité d'une réinvention de l'État unitaire. Hier, centralisé, mais aujourd'hui, comme le dit Olive, beaucoup plus décentralisé, avec bien sûr la mise en place des régions, et puis la reconnaissance du statut spécial, par exemple, pour les régions du nord-ouest et du sud-ouest. Est-ce que ce n'est pas l'occasion, la fête de l'unité, de réinventer l'État décentralisé? Oui, pourquoi pas. Je pense qu'avec la constitutionnalisation de la décentralisation, le 18 janvier 1996, nous avons assisté cette année-là à une forte réforme constitutionnelle qui a donné la forme de l'État du Cameroun, qui est celle que nous connaissons aujourd'hui. Très récemment, les régions ont été mises sur pied, et je pense que le 20 mai pourrait effectivement être ce catalyseur-là pour réinventer cette unité à travers une véritable décentralisation qui doit induire un certain nombre de changements sociaux, politiques. Donner plus de responsabilité aux jeunes. Oui, bien sûr, il faut responsabiliser les jeunes et parce que la question de l'intéressement de l'unité nationale va au-delà de la jeunesse. Pour que le discours de l'unité nationale soit un discours crédible, il faut réduire au maximum les injustices sociales. Voilà le problème du Cameroun. Le problème du Cameroun, c'est la justice sociale. Donc son pendant est l'injustice sociale. Ce dont les Camerounais souffrent, c'est qu'ils sont malmenés, ils sont maltraités. Les jeunes n'ont pas d'emploi. Il y a peu de technologies en termes de politique publique qui soient mises en œuvre pour que le chômage soit réduit à sa plus simple expression. Et je voudrais rassurer madame la journaliste en lui disant qu'il n'y aura jamais au Cameroun, que je connais bien, je suis fonctionnaire, haut fonctionnaire, je suis dans la haute administration depuis un certain nombre d'années. Il n'y aura jamais une administration camerounaise où 10 ministres
seront ressortissants d'un même village. Parce qu'il y a des arbitrages qui sont faits au niveau des services du Premier ministre, au niveau... des directeurs. Oui, des directeurs, bien sûr. Il y a toujours des arbitrages au niveau des services du Premier ministre. Il y a toujours des arbitrages au niveau de la présidence de la République pour recueillir les visas. On ne revient pas là-dessus, mais je voudrais quand même attirer votre attention sur les efforts qui sont faits par le gouvernement. Il y a des programmes, et lui il a évoqué cela, il y a des programmes pour intéresser les jeunes au ministère de la Jeunesse, qui est, comme il l'a dit, le bras séculier de l'État dans l'encadrement des jeunes. Il y a quand même des programmes. Peut-être que l'effort à faire aussi, c'est un effort de communication. Il faut informer davantage les jeunes sur les opportunités qui sont à leur portée. Ça, il faut faire beaucoup de travail là-dessus. Et c'est le gouvernement qui doit faire ce travail. Les jeunes doivent aussi s'informer. C'est d'abord le gouvernement. On a une difficulté. Moi, je peux parler parce que avec autorité, rapidement, parce que nous sommes dans l'encadrement de la jeunesse au quotidien. Autant on peut se plaindre du gouvernement, naturellement, et tout, un déficit d'information. Autant nous sommes assez laxistes, on doit se mettre au travail. Et puis, pour ce qui est de recrutement des jeunes, la solution au Cameroun, et le chef d'État l'a dit, c'est l'entrepreneuriat. L'État du Cameroun ne peut pas employer tout en évitant. Retenons, nous allons nous mettre dans l'entrepreneuriat, dans les réformes que nous proposons concernant notre unité nationale et notre nouveau on dit à notre député jeune d'éviter les frustrations parce que je vais prendre un exemple. Avec la création des entreprises, c'est vrai, nous allons prendre un exemple. Nous avons des écoles normales. On ne va pas parler tout ça à la fois. Je connais. Nous avons des écoles normales. Nous avons par exemple l'ENAM d'un côté et l'école normale en face. Il suffit de voir le traitement des deux élèves qui sortent des deux écoles. Vous comprenez immédiatement que c'est une frustration. Je ne tiens pas de discours à encourager les jeunes à faire des concours. Vous comprenez, tout le monde ne peut pas aller, tout le monde ne peut pas aller vers l'entrepreneuriat. Le gouvernement a besoin aussi des employés. Il faut juste une justice sociale. Attendez, la vie c'est une sélection naturelle. Voilà. Si tu restes couché là et attendre que tout va te venir facilement, non, il faut te bouger. L'unité nationale est revenue dans les menus de la presse cette semaine. Si vous avez parcouru les articles, les journaux publiés, vous verrez bien qu'on a évoqué ces sujets-là. Prenons la revue de presse que signe Laetitia Onare. On va vous dire merci d'être venu. On va accueillir le deuxième plateau. La commémoration du jubilé d'or de l'État unitaire a noirci les colonnes de la presse cette semaine. Pour le quotidien bilingue national Cameroun Tribune, le 20 mai 2022 symbolise le triomphe d'un demi-siècle de marche en avant où le pays a su transcender les écueils des atteintes à l'intégrité territoriale et le repli identitaire. Le Reporter Hebdo et le tri-hebdomadaire Repère évoquent la force de l'armée camerounaise restée loyale et fidèle aux institutions de la République et à celui qui les incarne. Éco-Santé rend également hommage aux forces de défense et de sécurité, au chevet des populations dans les hôpitaux, les zones en proie à l'insécurité et à la violence. Et dans la foulée des 50 ans de l'unité nationale, le monument patriote sorti des fonds baptismaux. L'ouvrage de la place Étoile à Yaoundé a été inauguré par la ministre de l'Habitat, Célestine Ketcha-Cortez, représentante personnelle du chef de l'État, révèle Nouvel Horizon. Réalité Plus salue l'initiative de la mairie locale qui a financé et conçu ce monument qui en rajoute au charme de la ville aux 7 collines. L'actualité cette semaine, c'était aussi le début de la commémoration des noces d'or de la Banque des États de l'Afrique centrale. La BEAC, selon l'hebdomadaire Diapason, célébrera ses 50 ans d'existence du 19 au 23 novembre 2022 en N'Djamena, la capitale tchadienne. Le Tchad, qui par ailleurs contesterait la nomination du Camerounais Dieudonné Evoumekou à la présidence de la BDEAC, à en croire Émergence. Une opposition sans raison valable d'après l'Économie quotidien et l'Essentiel qui affirme mordicus que c'est bel et bien le tour du Cameroun d'occuper la présidence de cette institution bancaire. Affaire à suivre donc et à lire dans les journaux, comme celle du député Vincent de Paul-Emaïtoundi, qui porte, selon Honorable, la voix de l'Assemblée nationale en Belgique. La revue de presse était sur la scène.
Alors, Ambassa, président du Conseil de l'Ordre national des experts comptables du Cameroun, et Maître Claire Atangana Bikuna, bâtonnier de l'Ordre des avocats du Cameroun, merci d'être là. Vous prenez place pour cette deuxième partie de l'émission. Maître Claire Atangana, je commence avec vous. On annonce dans les prochains jours une assemblée générale élective de l'Ordre des avocats au barreau du Cameroun. Si la date n'a pas changé, cette assemblée se tiendra le 18 juin 2022 au Palais des Sports à Yaoundé. Vous confirmez? Je confirme. Alors, la tenue d'élections pour le renouvellement des organes dirigeants de l'Ordre montre une certaine impatience de certains de vos confrères qui veulent que les choses aillent plus vite. Qu'est-ce qui bloque? Je pense que ce n'est pas la meilleure façon d'exprimer ce qui se passe au barreau du Cameroun. Que les choses aillent plus vite. Peut-être que nous avons eu une situation où, à cause du Covid-19, l'élection n'a pas pu se tenir dans les délais parce que les réunir 4000 avocats n'était pas aisé dans le contexte médical qu'on connaissait. Et dès que cela a été possible, Monsieur le Président de l'Assemblée Générale, parce que je tiens à dire que l'élection n'est pas organisée par le bâtonnier de l'ordre, mais par le Président de l'Assemblée Générale, a convoqué cette Assemblée Générale élective et jusqu'à présent les préparatifs semblent se passer plutôt bien. Le fait qu'il y ait plusieurs candidatures, ça augure des lendemains meilleurs, c'est une dynamique, ça montre que ça vit à l'intérieur de cet ordre. Je pense que ça montre que ça vit et que les avocats s'intéressent aux choses de leur ordre, à l'avenir de leur ordre, et que chacun ou chacune a peut-être un projet à proposer. Il appartiendra à nos électeurs d'en décider. Alors, les experts comptables ainsi que d'autres ordres professionnels ne sont pas épargnés par ce que nous appellerons des secousses. Il y a un conflit ouvert, par exemple, entre les experts comptables, l'ordre des conseils fiscaux, les avocats. Et finalement, on est porté à penser qu'on passe plus de temps dans les ordres professionnels à régler des conflits d'intérêts, des conflits de position, des conflits de personnes, qu'à réguler la profession, parce que c'est aussi ça le rôle de ces entités. Merci. Je salue d'abord tous les panélistes avec qui nous sommes là. Et je crois que la question telle que vous l'avez posée, un ordre d'abord c'est une institution ordinale. Ça veut dire que nous devons vivre dans l'ordre. Donc quand il y a du désordre, ça ne tient pas. Donc il faut voir la source. Moi je crois que ce sont ceux qui régulent qui sont à l'origine. Ceux qui régulent, c'est-à-dire parce que il est toujours permis des petits couacs de ce type. Par exemple, surtout pour les jeunes ordres. Quand je dis les jeunes, parce que c'est peut-être par coïncidence, on est là, le bâtonnier, ici au Cameroun. On sait que c'est une vieille institution. Peut-être j'ai entendu parler aussi de l'ordre des médecins, ce sont des vieilles institutions. Parce que l'histoire des ordres est commencée par les médecines. Donc, mais par contre, quand nous avons parfois des jeunes ordres, ce sont des choses qui sont à suivre par ceux qui régulent la profession. Ce sont eux qui mettent les textes en place. Donc moi je crois que peut-être les problèmes qu'on vit, on aurait pu économiser notre énergie et discuter des questions d'interprofessionnalité. C'est ça qui est à l'heure en ce moment. Parce que un ordre, quand vous allez dans l'administration, vous voyez parfois les hauts responsables de l'administration, ils considèrent les ordres seulement sur d'un plan peut-être ou de la concurrence ou bien ceci. Les ordres vraiment viennent aider à réaliser des pans de travaux qu'un État aurait pu normalement faire. Mais cet État estime qu'il faut confier ces questions trop techniques à des techniciens pour pouvoir le faire. Maintenant, il y a une régulation qui est faite au plan national. Il y en a qui aussi fait une forme qui est donnée au plan communautaire. Et il y en a
une autre régulation au plan international. C'est peut-être là où il faut voir le problème. Est-ce qu'il n'y a pas trop de régulation autour de ces ordres, finalement, on ne se retrouve pas dans les textes? Malheureusement, ce n'est même pas à ce niveau, c'est pas à ce niveau où il y a le déclencheur du problème. Parce que certains, quand moi j'arrive, moi je suis en train de terminer mon mandat là au niveau de l'ordre des experts comptables. Parce qu'en juin, je vais rendre mon tablier. Mais ce qui nous arrive, c'est que parfois, dans ces jeunes ordres-là, on a au cours d'idées. On essaie d'aller faire des forcing dans des milieux, dans des arènes. On part demander parfois des choses impensables. Et on vient bousculer des choses qui peuvent gêner tout un État. Mais moi, je suis un peu gêné parce que parfois, vous voyez que les responsables étatiques même ne sont pas conscients de ça. Moi, je vais vous donner un tout petit exemple. Par exemple, dans notre ordre, quand je signe un papier, quand un membre de mon ordre signe un papier, parce que vous avez besoin peut-être d'une caution au plan international, le fait que les premiers tenants de nos ordres, ceux qui ont, comment je peux appeler les tout premiers dirigeants, ils ont fait beaucoup d'efforts. Ils nous ont inscrits à l'IFAC. L'IFAC, c'est l'International Federation of Accountants. C'est une institution qui travaille avec la Banque mondiale et le FMI. Donc, ça fait que vous avez une crédibilité quand ça arrive dans une banque. Cette signature-là crée de la valeur à notre économie. Ça crée de la valeur à notre économie. Donc, le fait que ces institutions se rendent compte qu'on fait du n'importe quoi, parce qu'on a inscrit que n'importe qui peut certifier n'importe quoi. Mais ça fait que, au moment où on introduit un élément de ce type, on n'a plus toute la crédibilité requise. Et on peut même perdre ce rang. Moi, je veux vous prendre par exemple le cas par exemple de la France, parce que tout le monde connaît le cas de la France. Quand le statut que la France a au niveau international, le Cameroun là. Et nous avons en Afrique subsaharienne que 3 États qui ont ce statut. Et en Afrique noire là, le Cameroun est le premier qui l'a eu. Beaucoup de gens ne sont même pas conscients de ça, qui bénéficient de ça. Alors, Olive, vous avez suivi de près ce qui se passe chez les médecins. Bon, ils ne sont pas autour de cette table, mais tout le monde peut faire le point aujourd'hui. Parce que M. Ambassa dit que ces problèmes n'arrivent qu'aux jeunes ordres. Mais là aussi, ce n'est pas pas des jeunes. L'ordre est une vieille institution. Il n'y a pas que aux jeunes ordres que les problèmes des guéguerres, les problèmes de succession arrivent. Alors, ce qui se passe à l'ordre des médecins aujourd'hui, c'est simplement un problème des textes. Les textes du 13 mai ont été adoptés, ne font pas les textes adoptés le 13 mai avec la convocation de l'Assemblée générale extraordinaire par le ministre ne font pas l'unanimité parce que ils ont été adoptés en l'absence du conseil, des membres du conseil. Quand vous avez des éminents professeurs comme le professeur Ndjok, vous avez le professeur Achotantan, vous avez et même les associations de jeunes médecins, les regroupements de jeunes médecins, vous avez le Remédic, vous avez les médecins du Cameroun. La salle était pratiquement vide et aujourd'hui se pose un problème de légitimité de ces textes-là. C'est-à-dire, les médecins se demandent quelle légitimité accorder à ces textes qui ont été adoptés quand même avec 84 médecins sur près de 11 000 médecins que compte le Cameroun. Donc, on se retrouve aujourd'hui dans une crise politico-judiciaire qui s'annonce. Pourquoi? Parce que les textes adoptés ont été transmis à la tutelle. La tutelle argue qu'elle est dans son droit. Le conseil argue que la tutelle n'était pas dans son droit en convoquant notamment l'article 63 alinéa 3 qui dit que lorsque le quorum n'a pas été atteint, parce que la première AG avait été convoquée par le 19 avril par le bureau sortant, donc par le conseil, dont le mandat est forclos quand même depuis le 21 mars. Et aujourd'hui, pour la deuxième AG, c'est le ministre qui a convoqué l'AG du 13 mai et le conseil estime qu'il y a chevauchement dans les procédures et que la personne qui avait, enfin d'après les textes, celui qui avait convoqué en cas de non-atteinte du quorum, comme ça a été le cas le 19 avril, c'est celui qui avait convoqué la première AG qui reconvoque la deuxième AG. Donc c'est un peu ça, aujourd'hui on se retrouve un peu dans une situation. On va continuer à suivre cette situation qui semble embarrasser tout le monde. Mais, docteur Ouyande, vous avez fait des recherches sur ces ordres professionnels. Nous sommes encore ce qui fait problème.
Pourquoi il y a toujours des tiraillements? Est-ce que c'est pas parce qu'il y a une ambiguïté de rôle dans ces entités? Écoutez, deux considérations pour répondre à votre question. Je m'appuierai davantage sur l'ordre des avocats, sur lequel j'ai mené un certain nombre de recherches. Il s'avère que pour comprendre, première considération, ce qui se passe dans l'ordre des avocats, il faut d'abord mobiliser une catégorie de raisons internes. Ces raisons internes sont des raisons de positionnement personnel de la personne ou des personnes qui veulent se trouver à la tête de l'ordre pour pouvoir le gérer. Vous savez que, je le dis sous le contrôle de Mme Batounier, le président de l'ordre, je pense, est l'ordonnateur de l'ordre. Je pense que c'est le président de l'ordre qui ordonne les dépenses de l'ordre. Parce que les ordres ne fonctionnent pas avec des formats, avec des documents. Les ordres fonctionnent aussi avec des moyens. Ce sont des organisations importantes qui ont un certain nombre de partenaires et qui donc mobilisent des partenaires au niveau national et au niveau international. Et donc, les avocats, chacun, en fonction de sa notoriété, veulent gérer les choses. Chacun veut gérer les choses et cela peut donc expliquer certaines tensions qui peuvent de temps en temps être observées dans cette organisation professionnelle-là. Mais le président de l'ordre des experts comptables a rappelé que l'ordre, et à juste titre, que l'ordre est une institution ordinale. C'est cela, et c'est parfait. J'ai beaucoup apprécié cette formule-là, parce que chez les avocats, par exemple, l'ordre, qui est pourtant le travail même des avocats, parce que les travaillent au respect de la loi, notamment en ce qui concerne les intérêts de leurs clients, ça ne semble pas toujours être aujourd'hui la chose la mieux partagée, puisqu'il y a une confusion de rôle. Il y en a qui pensent que, l'ordre des avocats est un parti politique. Il y en a qui pensent que l'ordre des avocats est un syndicat. Ça n'est pas le cas. Il faut le dire à haute et intelligible voix. La deuxième catégorie de raisons qui peuvent expliquer ce qui se passe dans les ordres, et je m'appuie toujours sur l'ordre des avocats, deuxième considération, pour des raisons méthodologiques, c'est des raisons externes. Des gens pensent que parce qu'ils sont membres de l'ordre des avocats du Cameroun, il y aurait une proximité avec le monde politique. Certains pensent que parce qu'ils sont membres de l'ordre et qu'ils sont avocats, il y aurait une facilité, un glissement possible, probable, entre la profession d'avocat et la casquette du politique. Certains pensent que parce qu'ils sont avocats et qu'ils sont agités, qu'ils sont activistes, ils peuvent facilement, à travers leur activisme, attraper un strapontin gouvernemental. Vous savez que les avocats sont généralement intégrés, c'est légitime, mais sauf que si vous voulez faire de la politique, et c'est là où j'en venais, vous ne la faites pas dans l'ordre des avocats, vous ne la faites pas dans l'ordre des experts comptables, vous allez la faire dans le parti politique. Et il faut le préciser, parce qu'il ne faut pas faire de confusion. Madame Batouni. Je suis un peu surprise par le tableau peint par mon voisin, parce qu'il y a quand même une réalité très camerounaise, c'est que les avocats sont très éloignés de la politique. Le monde est gouverné par les avocats. Savez-vous combien de chefs d'État sont avocats, ont été avocats? Je crois qu'il y a un amalgame dans son esprit. L'ordre en lui-même ne saurait être un parti politique. Mais les avocats pris individuellement ont bien entendu le droit de s'intéresser à la chose politique. Bien sûr. Parce que c'est comme s'ils voulaient fermer une porte devant nous. C'est pas du tout le cas. Parce que dans le monde, ce sont les avocats qui gouvernent. Loin de moi aux États-Unis d'Amérique. Loin de moi cette idée, rassurez-vous. Donc vraiment, je suis un peu inquiète en entendant ça. Et peut-être que ça fait partie de l'ostracisme qui frappe les avocats dans ce pays. Parce qu'on nous prête une influence qui fait que dès qu'on s'intéresse à la chose politique, tout de suite, on voit les gens entrer pratiquement en transe. Je pense que... en transe? C'est une... oui, je dis ça comme ça. Oui, parce que
les avocats sont toujours confrontés à des problèmes. Bon, le premier que moi j'ai connu, jeune stagiaire, c'est l'affaire Yondo Black. C'est des affaires qu'on a bien suivies à l'époque. Après, il y a eu l'affaire Ngongo, tout. C'était pas du même ordre, mais quand même, ça a mobilisé beaucoup des avocats. Je pense qu'on nous plaît trop. En revanche, nous avons des préoccupations plus proches de ce qu'a dit le président de l'Ordre des experts comptables, en ce que, au plan législatif, il n'est pas fait suffisamment d'efforts pour adapter la loi à la demande que nous avons même pour rendre service à la société, parce que nous sommes aussi là pour ça. C'est comme un service public que nous rendons aussi, que l'État nous délègue. Et lorsque nous nous exprimons, que nous posons des problèmes, savez-vous que la dernière loi date de 1990 et qu'elle est terriblement obsolète. Avant cela, et c'est l'occasion de parler de la fête de l'unité peut-être, parce que le 1er 20 mai a été célébré 3 jours avant la loi de 72 qui régissait la profession d'avocat. Et nous sommes à l'étroit. Et c'est parce que nous sommes à l'étroit que des francs-tireurs se constituent pour venir grignoter le peu que nous avons, parce que je vais dire le peu. Nous essayons de travailler à ce que les avocats... C'est le conflit qu'ils opposent aux conseils fiscaux, c'était... Exactement cela. Mais c'est les textes, maître. C'est pas le texte, malheureusement. C'est les textes, c'est une évidence d'un cas où le lobbying a failli tuer la loi. Et vous pensez que le gouvernement s'est trompé en permettant que la loi de finances 2022 accorde justement l'exclusivité de... Je crois que le gouvernement s'est peut-être trompé, en tout cas il a eu tort, parce que la base légale sur laquelle ce texte avait été pris n'était pas juste. On nous a fait croire qu'il y avait un règlement CEMAC qui donnait l'exclusivité à des experts fiscaux pour intervenir dans le domaine de compétences des avocats. L'avocat est un des rares corps où nous avons une compétence générale. Et voilà donc des gens qui se lèvent un matin, qui, on ne sait comment, se sont fait adouber à la CEMAC, et qui reviennent au Cameroun pour nous dire, désormais, l'avocat n'aura plus le droit d'intervenir en matière de contentieux fiscal. Toute la phase administrative. Je vous mets au défi, et c'est ce que j'ai présenté partout où j'ai été entendu, au ministère des Finances, à la primature, il y a eu beaucoup de réunions, pour démontrer qu'aucun texte CEMAC ne leur avait donné ce droit. C'est justement pour cela qu'on vous a invité, parce qu'on sait que vous avez pris part à ces réunions, mais sauf que le gouvernement a donné un peu raison aux conseils fiscaux, alors des conseils fiscaux. Je ne sais pas l'impression que j'ai eue. J'ai plutôt eu l'impression... 2022, je reviens là-dessus. Oui, c'est là où nous sommes. Lorsque le texte apparaît, parce que malheureusement au Cameroun, le texte n'est pas mis en public avant qu'il n'arrive à l'Assemblée nationale. Lorsque nous découvrons le texte, on le conteste. Et nous avons des arguments fantastiques, puisque la CEMAC n'a jamais dit ce qu'on a prétendu. En revanche, on a au moins la preuve que M. le ministre des Finances avait promis cela aux experts fiscaux par une correspondance signée de sa main. Alors, en ayant soulevé ce point, nous avons été partout où c'était nécessaire. Nous avons saisi notre tutelle, M. le ministre de la Justice garde des Sceaux, nous avons saisi M. le ministre des Finances, nous avons saisi la primature, nous avons saisi l'Assemblée nationale, le président, la commission des finances, personne ne nous a écoutés. Nous avons été jusqu'au Sénat, et c'est l'occasion d'ailleurs pour moi de rendre hommage ce soir à mon confrère Maître Kemende Henry, qui a été assassiné au Nord-Ouest, qui a présenté une fantastique défense au niveau du Sénat. Monsieur Ambassa a assisté à certaines de ces réunions avec moi, donc nous étions en duo, parce qu'ils étaient aussi attaqués que nous. C'est-à-dire qu'on veut retirer à des avocats la base de leur travail, le contentieux, pour le donner à des fonctionnaires, parce que, c'est important de le dire, ceux qui imaginent le texte sont les mêmes qui sont les bénéficiaires de l'autre côté de la route quand ils ont pris la retraite. On va prendre l'avis du président de l'Assemblée générale de l'Ordre des conseils fiscaux sur cette question-là, qui vous divise d'ailleurs, hein, parce que cette question vous divise. On va l'écouter. Joseph Bondo. Je pense que c'est une vue partielle du problème, parce que chaque profession a été créée par la CEMAC. C'est la CEMAC qui a créé la profession des experts comptables. Donc ils ont leur couloir.
les états financiers sont établis par les experts comptables. La partie fiscale est suivie par un conseil fiscal. Au niveau des avocats, le contentieux juridictionnel associe les avocats. Donc je pense que le travail est bien réparti. Chaque profession a sa part du marché. Et ensuite, ce ne sont pas les anciens inspecteurs des impôts qui sont majoritaires parmi les conseils fiscaux. Il y a surtout des jeunes diplômés de l'université qui ont passé le concours qui leur permet de se mettre en stage et de devenir conseiller fiscal. C'est des jeunes qui ont le Master 2 en fiscalité. Donc c'est des spécialistes en fiscalité et qui se mettent en stage pendant 5 ans et deviennent conseil fiscal. Vous voyez quand même que c'est des gens bien formés. Alors, si on écoute bien José Mvondon, selon les textes de la CEMAC, l'expert comptable est assigné aux activités comptables et de certification des comptes. Le conseil fiscal est chargé d'assurer et de conseiller le contribuable en matière fiscale. Vous, c'est le contentieux. Où est le problème? Pourquoi est-ce que vous pensez qu'on vous grignote une part de marché? Des parts de marché, si vous voulez. Je crois que M. Mvondon, c'est d'ailleurs un ami. Je le connais très bien. Mais c'est un type de discours trop réducteur, ce qu'il venait de dire là. C'est pour ça qu'on arrive dans l'administration, ils nous disent qu'on tient des discours corporatistes. C'est du corporatisme qui vient de parler. Notre métier est assis sur des valeurs. Le diplôme incarne peut-être une petite réalité de la connaissance. Mais la compétence, c'est quelque chose d'autre. D'ailleurs, on appelle un diplôme l'appariement. C'est le paraître. On peut avoir un diplôme et on est passé par des acrobaties pour l'avoir. Non, son problème c'est que chaque non, ce qu'il dit. Chaque ordre a son travail à faire. Non, est-ce qu'un bon professionnel devrait dire que chaque ordre a son travail à faire? La loi, le code des impôts était clair. Ceux qui ont la capacité de faire ce travail ont distingué 3 grands métiers. L'ordre des avocats, l'ordre des experts comptables et l'ordre des conseils fiscaux. Il appartient aux contribuables de discriminer qui il veut. C'est comme ça. Ce n'est pas d'aller se cacher derrière un texte pour dire que moi maintenant j'ai l'exclusivité. C'est de ça que Mme le bâtonnier vous a parlé. Et moi je vais vous dire, parce que vous voyez, ça embarrasse même la CEMAC. Nous sommes la région, la zone la plus retardée du monde. Je dis bien, je pèse bien mes mots, hein, dans ces questions de gouvernance financière. La plus retardée du monde. Parce que quand vous prenez des zones comme même l'Asie, la zone asiatique, ils n'ont pas de préoccupations de ce type. Parce que c'est le contribuable qui choisit, il dit en termes de compétences, c'est ça que je veux. Vous avez entendu ce qu'il dit, l'information sur laquelle il discute, cette information est établie par l'expert comptable. Comment voulez-vous, je connais tous les secrets de l'information. Je suis meilleur pour encadrer la personne. Sur les questions juridiques, je peux donc faire le meilleur appel. Donc, une DCF, elle est assise sur quoi? D'ailleurs, il va même en contradiction avec le texte que le chef de l'État... C'est quoi la chef de l'État, la DCF, c'est le document statistique et fiscal. C'est parce qu'on a retenu, cette terminologie-là, de l'appeler comme ça, qui pense que c'est un document fiscal. Le OHADA appelle ça les états de synthèse. D'ailleurs, c'est même là où le bas blesse, hein. Les questions où ils disent là, on leur a accordé la certification de faire ceci, que c'est la CEMAC qui leur a donné ça. À un moment, la CEMAC est là pour reculer l'accès à la profession. Ça veut dire quoi? Toi qui entres à la profession, c'est la CEMAC qui te donne l'agrément pour entrer. Alors, et là, vous pouvez me laisser terminer, vous allez comprendre ça, une portée très importante, ce que je vais expliquer là. Et maintenant, le travail qu'on va aller faire dedans, c'est ça qu'on appelle la normalisation. Dès l'instant où on a créé OHADA, c'est OHADA qui définit la norme. Moi, je peux vous dire, je peux vous défier, vous me montrer un acte uniforme, vous allez voir difficilement où ils ont visé
cette profession-là. Parce qu'elle existe, elle a été créée au Cameroun. Elle a été créée au Cameroun. C'est par ailleurs où maintenant on a essayé de la distiller pour qu'elle aille ailleurs. Donc quand il parle là, c'est... Donc, moi je veux donc vous dire, d'un point de vue de la normalisation, OADA écrit des choses et la CEMAC est retardée, la CEMAC est en retard. Au point qu'on se retrouve donc devant ces fonctionnaires qui veulent jouer leur jeu et qui leur accordent tout. C'est comme ça. Maître. Oui, je voudrais compléter parce que je vous ai dit que nous étions en duo dans la plupart des cas. Et vous reformez le même jeu sur le plateau. Peut-être parce que nous expliquons les choses du point de vue des experts comptables ou du point de vue des avocats. Et vous avez les mêmes problèmes. La loi nous donne le monopole de représentation en justice. Savez-vous que dans la loi des finances, cette nouvelle profession est autorisée à intervenir en justice au même titre que nous. Alors que dans le contentieux administratif, ils entendent nous interdire. Et c'est là où je le rejoins pour dire, en termes de procédure, je doute fort qu'un expert fiscal puisse faire mieux qu'un avocat. Nous n'avons pas demandé qu'on les exclue. Oui, c'est ça. Partout où nous sommes allés, on a dit, donner aux justiciables le choix. Voilà. Et de notre point de vue, le justiciable serait toujours mieux défendu par un avocat, parce que pendant le contrôle fiscal, l'avocat est déjà un coup plus loin, en train de préparer la phase contentieuse. Ce qui arrive, c'est que ces personnes que eux ils prétendent enfermer dans une espèce de compétence injustifiée vont se retrouver mal défendus devant le prétoire. Ils vont perdre, parce que c'est à ce moment-là, c'est pendant le contrôle que nous émettons les réserves, parce que nous anticipons ce qui sera fait plus loin. Alors, Olive, docteur Yanné, je crois qu'on revient sur la question que j'ai posée au départ, un problème de texte. Un peu comme vous décriviez la situation dans l'ordre des médecins, on a ici un problème de texte. Je voudrais peut-être poser une question à Maître Tangana avant, pour revenir un peu sur le processus électoral. Alors, mes informations font état de ce qu'il y a un jeu d'équilibre au sein de l'ordre des avocats qui voudraient que le mandat, que les francophones fassent 2 mandats et les anglophones fassent deux autres mandats. Et qu'aujourd'hui se pose un problème, ça veut dire que il y a les francophones qui ont fait déjà ils ont déjà eu leur deux représentants à la tête de l'ordre, Maître Nyekamga, Maître Tchakonte Pati, et aujourd'hui c'est un accord tacite qu'ils voudraient voir respecté. Et déjà, est-ce que mes informations sont avérées sur cet accord tacite concernant le jeu d'équilibre, et aujourd'hui, comment est-ce qu'on va faire face à cela? Puisque vous entrez dans la campagne au sein du barreau, je vais vous répondre, ça peut vous paraître une pirouette, mais je vais vous répondre que les 12 derniers bâtonniers étaient des hommes. Et qu'aujourd'hui, il y a 3 candidates femmes. Qu'est-ce qu'on va privilégier? Je vais dire, bon, c'est un critère comme un autre. C'est un critère comme un autre. Et bon, malheureusement, il n'y a même pas une dame anglophone qui soit candidate au bâtonnat, à ma connaissance. Je pense que ce débat a eu lieu effectivement dans le corps. Il y a des pour, il y a des contre. Il y a ceux qui ont abordé la question d'une autre manière, en disant pourquoi pas une femme. Au fond, je pense qu'il faut qu'on regarde ce que chacun propose, qui est compétent, qui peut apporter quelque chose à l'autre. Je ne dis pas que tout le monde votera sur un critère objectif, mais je veux dire c'est un débat qui a eu cours, parce que ça s'est un peu calmé, peut-être qu'il reviendra, mais il y a d'autres débats et d'autres critères qui sont mis en avant, pourvu que l'ordre soit bien géré. Nous revenons sur les textes. Ce qui oppose les conseils fiscaux aux experts comptables et avocats, c'est un problème d'interprétation de texte. Tantôt on parle de la CEMAC, on parle de WADA. Finalement, d'abord le contribuable est perdu dans tout ça. Ouais. Il est perdu parce que je ne pense pas que le contribuable puisse avoir toutes les ficelles pour comprendre ce que c'est. S'il est en phase de l'administration fiscale, il faut aller où? Chez l'avocat, chez l'expert comptable. Il n'est pas toujours au courant. Mais alors, quand ça se passe comme ça au niveau des ordres professionnels, finalement, est-ce que le contribuable qui est au milieu va comprendre quelque chose? Est-ce que ces textes ne sont pas difficiles à comprendre? Écoutez, je vais être solidaire avec des présidents, donc le président et la présidente des 2 ordres sur le plateau. Bâtonnier.
Voilà, le bâtonnier, voilà, le bâtonnier et le président, voilà, effectivement, pour dire que Quand ne me prennent pas mon titre. cette confusion doit être tranchée par l'État. L'État doit tout mettre en œuvre pour que chacun fasse ce qu'il doit faire, que les avocats continuent à exercer leur métier sans se voir grignoter une part de leur marché, parce que je vois bien qu'il s'agit des choses. Hein. Toute la question, c'est au niveau des choses. Il faut que chacun continue à gérer ces choses. Il faut que les experts comptables, c'est quand même un ordre ancien aussi, lors des experts comptables. 34 ans d'existence. Il faut que cet ordre-là continue aussi à exercer et que ces parts de marché ne soient pas influencées. Il faut que les conseils fiscaux, qui me semblent être l'ordre le plus jeune de tous ces ordres-là, aient aussi une capacité d'agir, n'est-ce pas? Parce que c'est déjà une profession. C'est une profession aujourd'hui qui emploie un certain nombre de jeunes, de personnes. Je vois qu'il y a des fonctionnaires qui sont recyclés en conseil fiscal. Je vois bien que ça dérange et c'est légitime, hein, la position du président et Madame le bâtonnier ici. Donc que l'État joue franc jeu en mettant clairement les points sur les i pour que les choses soient claires et que chacun puisse continuer à jouer son rôle sans empiéter, n'est-ce pas, sur le domaine d'intervention de l'autre. Mais Madame le bâtonnier n'a pas répondu à ma question, encore moins le président du Conseil. J'ai demandé l'attitude du gouvernement à travers la loi de finances 2022. Est-ce que cette attitude ne vous amène pas à réfléchir? Parce que le gouvernement, vous êtes allé partout, on ne vous a pas écouté. Oui, c'est pour ça que c'est le gouvernement qui doit... Peut-être que le gouvernement a déjà choisi. Je voudrais nuancer. Hein. Voilà. D'accord. De notre côté, nous pensons que nous avons été écoutés. Parce que nous avons reçu une correspondance qui a promis que la loi des finances serait revue. Bien sûr, nous allons être vigilants. Mais le problème est clairement posé. Et si vous aviez suivi le problème du début, ce que le président de l'ordre des experts fiscaux dit est bien en retrait de ce qu'ils ont dit avant. C'est à nous de suivre. Parce en tout cas, nous, on a reçu une lettre de notre tutelle qui nous a fait savoir, qui nous a apporté son soutien d'ailleurs. Lorsque nous avons été au ministère des Finances en dernier ressort, qui nous a apporté son soutien, c'était pas gagné, et nous avons reçu une correspondance qui dit que pour la prochaine loi des finances, le nécessaire serait fait. Donc à nous de suivre. Donc nous avons dû pour cela aller jusqu'au plus haut niveau de l'État, certes, nous avons donné nos explications et c'était évident. Parce que je continue de dire qu'aucun règlement CEMAC ne dit ce qu'ils ont prétendu. Je voudrais aussi dire autre chose concernant les avocats. Par profession, de la manière dont nous exerçons notre métier, nous ne fermons la porte à personne. Un expert reste un expert. C'est-à-dire, pendant que l'avocat fait son travail de juriste, il peut faire recours à l'expert. Douanier, fiscal, géomètre, ça n'a aucune incidence sur notre travail. La question qui s'est posée à nous, c'est que des gens sont arrivés et ont voulu nous exclure de quelque chose qui est l'essentiel de notre métier. C'est tout. Nous sommes prêts. Le contentieux. Si on nous exclut du contentieux, c'est comme si on nous coupait un bras. Mais nous sommes prêts à faire appel à un expert fiscal lorsque c'est nécessaire dans un dossier pour avoir des éclaircissements, à un expert comptable. Chez nous, il n'y a pas de porte fermée. C'est ça la différence. C'est Massa. Comme au village. Le gouvernement, oui. Madame le bâtonnier dit que ils ont été écoutés. Vous avez été écouté? J'ai envoyé plusieurs courriers pour dire vrai. J'ai adressé d'abord notre ministre de tutelle, le ministre des Finances. J'ai adressé un courrier à la présidence. J'ai même vu quelqu'un à la présidence de la République, au Premier ministre. J'ai envoyé un courrier au Premier ministre. Notre ministre de tutelle n'a pas réagi par rapport à mes courriers. Par contre, avec raison peut-être, j'ai adressé un autre courrier au garde des Sceaux, parce que c'est lui qui est la tutelle l'OADA. Parce que vous allez voir, ceux qui se battent pour réaliser un certain nombre de choses, ils ne sont pas conscients qu'ils vont créer des conflits à travers d'autres textes. Ils ont mis beaucoup d'autres textes en difficulté. Si on avait du temps, j'allais vous les citer. Et vous allez voir que c'est vraiment mis en difficulté. Ce n'est pas seulement
le contribuable, c'est l'État même. Parce que vous avez un décret que le chef de l'État lui-même a signé, par exemple sur la DCF, qui se retrouve mis entre parenthèses. Vous avez notre loi, parce que le Cameroun a reconnu dans notre loi, à l'article 5 alinéa 1er, que nous devons faire toutes nos missions conformément à la réglementation internationale et nationale, aux normes qui viennent de là. Parce que si l'État ne le faisait pas, on aurait eu un recul très important en matière de gouvernance. Vous avez d'autres textes de WADA. Parce que WADA dit, si tu veux lever les fonds publics, tu dois présenter les comptes en IFRS. Ou bien les comptes consolidés. Et maintenant, on peut voir naître un contentieux à travers cela, le travail qu'on vient faire. Et vous allez me dire, moi je termine de faire ce travail qui est confidentiel, qui a un certain nombre de choses, et mon contribuable vient me dire, donne le dossier à l'expert fiscal, pour que c'est lui qui aille défendre cela. Ce sont des choses difficiles. Je veux vous dire, pour lever les fonds, par exemple, à ce moment-là, vous avez l'article 421 de WADA, qui a donc défini, pour le consacrer, vous avez l'article 8, qui donne la forme à laquelle on doit présenter ça. Vous avez l'article 114 en matière de comptabilité, et vous avez l'article 102 qui donne des prescriptions, la voie à suivre. Et vous avez des valeurs à l'international, parce qu'on nous a admis pour ça. Donc moi j'ai dit que si on veut faire ça comme si c'est un problème où on fait des petits cadeaux, on fait des petits cadeaux et des ordres, ou bien ceci, c'est un recul net au niveau de la gouvernance. Parce que la FMI appelle le travail que nous faisons, il appelle ça que nous sommes dans une infrastructure. C'est l'infrastructure de la gouvernance. Donc si on se met à faire n'importe quoi dedans, moi j'ai dit, un dirigeant qui décide même sur ces choses, il doit réfléchir 5 fois, voir quels sont les conflits qui vont naître là. Et moi j'ai dit donc que si nous regardons le gouvernement dans l'ensemble, parce que j'ai écrit au ministre de la Justice, qui est le garant de WADA, parce que moi je rentrais fraîchement d'une réunion de WADA, où ce qu'on appelle la note 35, des notes annexes, parce que quand vous avez des états financiers, il y a ce qu'on appelle les notes annexes. Donc dans la note annexe, on n'avait que 36 notes annexes. On venait de voter la 37e. Elle va parler que des questions de fiscalité. Ce que moi j'ai vu à l'OADA là-bas, on ne te parle pas que c'est le conseil fiscal. On dit clairement que c'est l'expert comptable qui va veiller à ces éléments-là. Donc moi je crois que on a vu le ministre des Finances, on lui a posé le ministre de la Justice. La personne qui était notre référent là-bas, je suis parti revoir la personne, il m'a montré une lettre que nous avons écrit à votre ministre, à votre tutelle, pour demander qu'on garde le statu quo et qu'on examine en profondeur ces situations. Moi j'ai lu la lettre. On va continuer donc à suivre ce débat-là qui est important. Mais on va sortir par là, sereinement on va vers l'Assemblée générale élective quand même. Vous dites que tous les malentendus sont dissipés, tout le monde est prêt pour le 18. En tout cas la compétition est ouverte et les électeurs s'exprimeront. Vivement que ce soit une femme alors. C'est mon souhait. Olive, comment sortir de ces difficultés au sein des ordres professionnels? Alors, comme ils l'ont si bien dit, il faut que l'État se saisisse et joue pleinement son rôle. Si je veux simplement rester au niveau de l'ordre des médecins, il faudrait que la tutelle aujourd'hui trouve une sorte de compromis pour pouvoir avoir des textes fiables. Pourquoi? Parce que on a une partie qui est un peu sur le pied de guerre, on a une autre qui est focalisée aujourd'hui sur l'élection à venir. Donc je pense qu'aujourd'hui il est important que la tutelle, le ministère de la Santé publique trouve un compromis pour pouvoir restaurer même parce qu'il y a une crise au sein de l'ordre des médecins aujourd'hui, ça c'est ce que on ne veut pas dire, mais il y a une crise. Et il faudrait qu'on sorte de cette crise de la tête haute, parce qu'il se présente aujourd'hui comme la crème, comme l'élite de la société. Or, cette crème, cette élite de la société est en crise et il faudrait que la tutelle trouve des voies et moyens pour sortir de manière honorable de cette crise-là aujourd'hui. L'État d'accord, mais les ordres aussi? Oui, les ordres ont leur responsabilité dans le désordre. Il y
dans leurs ordres. Oui, les ordres ont leurs responsabilités. Je voudrais terminer en disant que l'ordre des avocats m'intéresse beaucoup. Peut-être parce que je suis enseignant d'une faculté de droit et de sciences politiques. Et donc, c'est l'ordre qui m'intéresse le plus. Pour dire que l'avocat est un acteur important de la justice et partant de l'état de droit. Il faut que le droit de grève, qui est un droit constitutionnel dans notre pays, il relève ce droit-là des dispositions constitutionnelles et précisément préambulaires. Il faut que le droit de grève soit de plus en plus respecté par les autorités administratives de notre pays. Et que lorsque les avocats veulent manifester, que leur liberté de manifester, leur droit constitutionnel de gréver soit respecté. Parce que j'ai l'impression, et je vais finir par là, que ce que l'autorité administrative sait seulement faire au Cameroun, c'est de restreindre les libertés individuelles et les libertés publiques. Il faut que l'autorité administrative... Mais quand l'ordre est menacé, est-ce qu'il faut laisser passer? Non, l'ordre n'est pas menacé. Il faut que le fonctionnaire camerounais... Vous avez dit vous-même que parfois... Oui, il faut que le fonctionnaire camerounais... L'ordre des avocats se trouve dans le désordre. Oui, de temps en temps, lorsqu'il est dans le désordre, il faut l'intervention de l'État. Mais il faut une intervention mesurée de l'État. Je voudrais finir en disant qu'il faut que l'autorité administrative, qui est incarnée par un individu qu'on appelle un agent public, un fonctionnaire, sache qu'il est là pour servir. Et que nous devons toujours agir dans le sens de préserver et de respecter l'état de droit. L'état de droit est symbolisé par une formule. Nul n'est au-dessus de la loi. Et les droits et les devoirs de tous doivent toujours être respectés. Je vous remercie. Madame Le Bâtonnier, vous avez eu un grand avocat autour de cette table. Ah oui, au début, m'a un peu égratigné. Mais là, nous sommes d'accord. Encore que je pense que, bon, on appelle ça droit de grève peut-être, ce que nous appelons la suspension de la robe. Ça n'a jamais mis en péril l'ordre public parce que nous travaillons dans nos cabinets. Nous interdisons juste d'aller plaider et d'aller dans les prétoires. Ça ne trouble aucunement l'ordre public. Donc pour nous, c'est comme en quelque sorte un mouvement d'humeur pour dire nous ne sommes pas contents. Et bon, parfois on nous a répondu que c'est à nous de voir, parce que si nous n'étions pas dans les prétoires, peut-être c'est nous qui mourrons de faim. De façon un peu cavalière. Et les renvois successifs au cours des audiences parce que les avocats ne sont pas là, ça ne gêne pas ceux qui sont en détention préventive par exemple? Oui, mais c'est notre droit et en plus je vais vous dire quelque chose. De façon assez récurrente, les magistrats profitent de ces occasions pour juger nos affaires en notre absence. C'est comme une punition qui serait infligée aux avocats. Vous voyez donc ce qu'il vient de dire est avéré, c'est-à-dire on utilise une arme pour nous empêcher d'exprimer aussi ce que nous avons comme problème. Nous gérons toujours comme on peut, mais bon, parfois ça dérape et on rattrape. Alors, nous avons reçu 3 ouvrages publié par Léonard Ambassa. Merci de nous avoir apporté. C'est de gros ouvrages, hein, comptabilité au dire. Celui-ci. C'est les actes du congrès. Mais je vois le nom ici. Oui, c'est moi, moi qui coordonnais. Il y a 24 experts qui sont intervenus là-bas et c'est moi qui coordonnais le professeur me comprend bien. Du 10e congrès de l'ONECA. Voilà, ça s'est tenu à Ebolova. Comportement organisationnel et pratique professionnelle, c'est encore vous. Alors, et le dernier, c'est méthodologie de recherche appliquée en sciences sociales, une approche par mixage des méthodes. Il faut bien lire ces ouvrages pour les comprendre. Merci beaucoup. Vous êtes professeur associé à l'Université catholique et c'est normal que vous écriviez autant de livres. Madame Le Bâtonnier, on vous dit merci d'être venu. C'est pas tout le temps qu'on vous a sur le plateau. Merci. Vous avez fait un effort d'être là. Vous nous honorez. Merci beaucoup. Olive Atangana, merci également. Merci pour l'invitation. Très souvent, on dit à scène de presse, il n'y a pas beaucoup de femmes, mais aujourd'hui, on a eu beaucoup de femmes. Il y a eu un peu d'équilibre. Pas seulement. Aujourd'hui. Monsieur Ambassa Léonard, merci d'être venu également. Je vois que tu as déjà clôturé, mais on nous a imposé la crise. Elle disait que ce n'est pas les problèmes internes. Nous, on n'a pas de problème interne. On nous a imposé la crise. Il y aura certainement une solution. Docteur Yanné, merci d'être venu. C'est moi. Mesdames, Messieurs, c'est la fin de cette édition de Scène de Presse. Merci de nous avoir suivis. On vous souhaite de très bons moments. Regardez les programmes de la CRTV qui se poursuivent.